Alors il vivait tout seul, Il vivait isolé? tout seul avec une femme de ménage qui est d'ailleurs devenue dans le temps son héritière principale. Ce qui a permis ces dernières années de découvrir plein de manuscrits inédits, enfin, donc toute une révision générale de l'œuvre de Gad, entreprise par la maison d'édition Adelphi. Mhm. Voilà, donc il y a un renouvellement. Il ne manquait que ça, en fait. Déjà, l'édition de Gad en Italie a été extrêmement compliquée, à la fois par sa manière d'écrire, par sa non-volonté de publier, enfin très, très parcimonieusement, un désordre universel. Ça vous Mais amuse? C'est une personnalité qui vous amuse? beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. Quand je dois traduire Gad, je souris. Je ne m'énerve pas. C'est quelqu'un qui m'amuse profondément. Ouais. Il vaut mieux pas s'énerver parce que c'est pas toujours facile, j'imagine, de traduire Godard. C'est très difficile, oui. La dernière traduction que j'ai faite, je voyais mes neurones en file indienne s'en aller de mon cerveau, en fait. Bon, on espère qu'il vous en reste encore un petit peu. Quelques bribes, oui. Ouais. C'était un misanthrope, Godard? Complètement, oui. Farouche, même. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sa dernière entretien avec la télévision italienne. On lui présente une liste de noms d'auteurs et sa réponse est systématiquement « baf Mhm. C'était que des auteurs italiens? Que des auteurs italiens, oui. Ouais. Ben, il a formé, disons, de son actualité, en fait. Bon, mais il n'était pas dans l'actualité, jamais. Mhm. Il était dans un présent absent, en fait. Je peux utiliser cette formule. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, une connaissance universelle, enfin, de sa formation d'ailleurs, entre autres, très bon connaisseur de la littérature française. Qu'il aimait en particulier? Je pense qu'il aimait en particulier, oui, bien sûr, oui. Gad n'a pas de modèle vraiment, mais il a une absorption culturelle très vaste, très profonde, qui n'est pas simplement littéraire d'ailleurs. Elle a beaucoup de facettes. Il sort de l'école polytechnique de Milan, qui est la meilleure école italienne en fait pour les ingénieurs. Et donc il a une vaste connaissance du monde de la physique, du monde des mathématiques, de la géométrie, et tout ça joue dans son œuvre de manière très spécifique en fait. Bon. Et on va le voir. C'est quelqu'un qui n'était pas très dissipé, c'était quelqu'un qui était assez sérieux, il n'y a pas tellement d'anecdotes finalement à rapporter à son sujet. Non, c'est d'ailleurs une vie de solitude extrême. Il paraît que c'est Piero Cettati qui raconte ça, que les 2 dernières années de sa vie, il n'a pas parlé, il n'a jamais Même parlé. assez proche. Ouais, même assez proche, oui. Non, c'est un être de solitaire, absolument, composé d'une profonde raillerie et aussi d'un abîme de douleur, en fait, bon, de désespoir. Ouais. Et donc, absolument seul, solitaire, solitude. Ce sont les mots-clés, au fond, pour comprendre Gad. Et dans la préface à son livre Eros et Priape, il dit que seul celui qui a porté jour après jour, depuis un sombre et lointain horoscope, le fardeau de sa vie pourra se réputer son propre biographe. Oui. Ben, c'est lui qui fait sa biographie au fond. Hein. C'est un scorpion hein, dans l'horoscope ou dans en astrologie. C'est un scorpion, donc un tempérament quand même assez coriace, rude. Hein. En même temps, on n'est jamais sûr de pouvoir se connaître soi, donc faire sa propre biographie, c'est aussi illusoire, vous ne croyez pas? Bien sûr, mais c'est ce qu'il dit au fond. Dans ce que vous venez de citer, il dit exactement ça en fait.
Alors on sait tout de même un certain nombre de choses sur Gada. Jean-Paul Manganaro a commencé évidemment par sa date de naissance et son lieu de naissance, Milan, 1893, la date de sa mort à Rome, 1973. C'est le fils d'une famille de notables de Milan. Le milieu d'origine, c'est celui-là. Oui, le père est un petit industriel textile, dans le textile, mais il fait très vite faillite. Mais entre-temps, il a acheté une villa magnifique en Briance, des provinces lombardes, la villa de Longone, qui va être un point de référence de douleur pour Gad. À cause de l'achat de cette villa, il est dans la privation, dit-il, d'une enfance privée de presque du nécessaire, si on entend bien. Mais il vit ça comme une faillite personnelle, en fait, une défaillance et faillite personnelle. Parce qu'il est l'aîné, il y a 3 enfants dans cette famille. La mère est très importante, c'est une Hongroise que le père Francesco Ippolito a épousé en deuxième noces. Et Adèle Heller, donc, est une professeure de lettres, mais surtout elle a enseigné beaucoup le français. D'où, chez Gad, a une connaissance extrêmement importante dans la littérature française. Et alors ce père, c'est une figure intéressante puisque c'est un entrepreneur, certes, mais un entrepreneur idéaliste. Et c'est peut-être parce qu'il est un peu trop idéaliste, d'ailleurs, qu'il fait faillite. Je crois qu'il y a une crise générale en Europe à ce moment-là. Gad est quand même à cheval entre le positivisme et le naturalisme. Et c'est ça qui compte surtout. Le positivisme est une manière de vivre où il faut que la réalité coïncide parfaitement avec le vécu, en fait. Bon, c'est ça. Et où tout peut être résolu. Alors que le réalisme essaie de peindre, même allégoriquement, enfin, la manière dont la vérité s'étale, en fait. Bon. Et c'est cette discordance-là que va vivre Gad. Il y a une note magnifique dans l'Adalgisa sur le positivisme. C'est une des notes les plus belles de Gad. Toute une première période, il a écrit avec des notes. Et il parle justement du positivisme sur 6 pages ou 8 pages. C'est une note. Hein. Et il en parle de manière comme lui seul peut le faire. Justement avec une documentation extrêmement importante, d'une part, mais surtout avec une raillerie incroyable, une moquerie par rapport à cette époque. Et pourtant, il y croit beaucoup. De toute sa formation de polytechnicien vient aussi de là. La faillite du père, c'est aussi peut-être une incompétence. Ce que Gad ne reprochera jamais à son père, cette incompétence qui va l'obliger, en tant qu'aîné de la famille, à devoir assurer ensuite les possibilités vitales de cette famille. En fait. Surtout que sa mère, visiblement, souhaitait garder les apparences et garder un train de vie, et notamment garder la fameuse villa. Surtout la villa, oui, bien sûr, qui représentée ostentatoirement cette qualité, en fait. En réalité, c'était assez modeste. Pas la villa, mais le train de vie de la mère. Et surtout parce que le frère cadet meurt au cours de la guerre. Voilà. Alors les douleurs très grandes qui vont jalonner la vie de Gada commencent très jeune, avec donc la mort d'abord de son père en 1909. Il a seulement 16 ans. Et on parlera peut-être après de son rapport à sa mère, mais qui va lui donner sans doute une raison supplémentaire de s'engager comme soldat durant la Première Guerre mondiale. Et là, non seulement il perd son frère, mais aussi il est enfermé dans un camp en Allemagne, puisqu'il est fait prisonnier par les Allemands.
Oui, je ne crois pas que sa mère joue un rôle important pour l'envoyer à la guerre. C'est lui qui part volontaire, interventionniste en plus, donc avec une fierté au fond, une fierté qui se double du plaisir de quitter la famille au fond, qu'il ne supporte pas. Voilà, c'est peut-être ça justement, C'est c'est là où la mère a son rôle. Ah oui, mais un rôle passif. Voilà. Et donc il s'engage dans cette guerre qui va le troubler au plus haut point. Enfin, bon, Parce que lui est très nationaliste à cette époque-là. à cette époque, il est très nationaliste et au fond, il va le rester tout le temps. Enfin, bon, il a été inscrit aussi au Parti national fasciste en 1921. Enfin, après, mais ça, on pourra en reparler. Le problème de la guerre, c'est dont le résultat sera à la fin le journal de guerre et de captivité. Donc un journal qui a été tenu de 1915 à 1919, au 31 décembre 1919, et qui relate son insatisfaction totale vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire à la fois les soldats et les chefs d'armée, pour la manière dont les choses se passent. Ouais, c'est-à-dire cette méticulosité qu'il a dans la vie, là, elle est confrontée au désordre général, doublé par un désordre linguistique, car l'Italie est formée de plusieurs régions et les soldats n'arrivaient même pas à se comprendre toujours entre eux. Ah, ça, le désordre linguistique, on va voir que c'est important pour Gada. Nous n'avons pas d'extrait de son journal de guerre et de captivité. En revanche, je voudrais vous faire entendre un peu en longueur un extrait de son récit Le Château d'Udine, qui évoque notamment cette expérience de soldat pendant la Grande Guerre, cet extrait qui est lu par Jean Levray. Je traînais vers là où je savais, mes chaussures dessemelées et dedans mes pieds gelés. Au cœur et au poignet, mon pouls répondait faiblement, vague illusion de vie. Dans l'obscurité tourbillonnait la neige, mes cils, ma barbe s'en couvraient. Les chaussettes, au bout de 40 jours, des lambeaux. Je vis avec un tressaillement d'espoir et de voracité le tas où les cuisiniers jetaient les ordures rescapées. Dans l'obscur tourbillon de la neige, je me baissais exaspérément pour fouiller dans un résidu de carottes. De mes mains glacées, presque incapables de saisir, de mes yeux qui ne voyaient presque plus. Je ramassai quelques trognons terreux et des pluches de patates, et quand j'en eus les 2 mains pleines, cette nourriture, je la portai avidement à mes lèvres. Je marchais vorace, sentais le sable entre mes dents, et je déglutis tout, avide comme une bête. D'horribles larmes me rayaient la face, et je voulais les cacher dans la nuit, mais sous mes molaires s'écrasaient des trognons délicieusement ligneux. Surgit sur le sol encroûté de verglas, une ombre vint me disputer mon aubaine. Je ne pouvais pas pleurer devant les autres. Pleurer n'était pas possible. Cramponné à mon idée, je les avais blessés. Je leur avais dit que c'était là un juste châtiment. J'avais même dit mon bonheur à la pensée qu'ils pussent crever. Ainsi qu'en fait d'aucuns crevèrent de tuberculose et de faim. Je ne tolérais pas que la captivité fût considérée au même titre que la guerre, telles 2 infortunes équivalentes, et que l'on jugeât celle-là digne de celle-ci, voire plus incommode encore. Certains de leurs propos, je ne pouvais les tolérer, blessé que j'étais au grouillant tréfonds de mes idées fixes. Et alors je leur avais lâché les miens de propos, j'avais lâché que Dieu était en train de rattraper ceux qui s'étaient réjouis, et voilà qu'à mon tour je me réjouissais tant cette bonne terre allemande était gorgée de paix. Comme on devait s'y reposer paisiblement. Leur corps, si florissant d'une sagesse ancienne, allait trouver son emploi le plus digne, un petit emploi tranquille, bien digne de la civilisation millénaire, matrice illustre, d'où ils étaient issus.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de l'italien Carlo Emilio Gadda avec vous, Jean-Paul Manganaro. Que retenez-vous de cet extrait qu'on vient d'écouter ensemble ? Le château d'Udine, justement, préfigure en quelque sorte tout ce qu'il va dire sur la guerre. Il y a des très très beaux récits. Ce qui m'émeut profondément chaque fois que je lis le château d'Udine ou des références à la guerre, c'est à la fois cette insatisfaction ou douloureuse pour soi-même, mais aussi la complainte magnifique qu'il a toujours pour les autres, surtout pour les morts. C'est magnifique, vraiment, c'est poignant, c'est le pathétique, mais qui est gardé à une noblesse incroyable. Et ça blesse profondément. Le château d'Udine est un très beau livre aussi. Oui, absolument. Et la mort de son frère pendant la guerre va créer chez lui un traumatisme très important. Jean-Paul Manganaro, vous écrivez que c'est aussi à partir de là qu'il va dégager une violence agressive vis-à-vis du féminin, violence qui était peut-être déjà là par rapport à sa mère, avec qui les relations étaient assez difficiles. Oui, mais c'est pas le problème du féminin en fait. Il est aussi haineux vis-à-vis des hommes. Il y a des phrases justement quand il parle parfois des femmes. Il parle très très mal de la gente masculine. Il ne fait pas de cadeau. C'est un misanthrope total. Il n'est pas plus bon. Il y a une. Mais quand même, il y a le nœud, c'est la mère quand même au départ. Non, si vous voulez le mettre comme ça, oui. Bon, il n'y a pas de problème. Oh, c'est vous qui décidez. Non, je décide de rien. Je pense que le père a joué aussi un rôle important dans cette fabrique humaine. Enfin bon. Ouais. Mais elle va l'empêcher, par exemple, de faire sa thèse de philosophie. Il s'était inscrit pour faire une thèse sur Leibniz. Et finalement, elle l'oblige d'une certaine façon, parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle a son standing à tenir, à devenir un polytechnicien italien. Non, mais ça, il était déjà polytechnicien. Enfin bon, quand il part à la guerre, il a fini ses études, son bac en fait. Bon, ce qu'il va faire, il va finir ses études universitaires en 1920. Il s'inscrit à la fac de philosophie et de littérature, et là, il reprend ses anciennes amours, les amours littéraires. Alors, il ne finit pas sa thèse sur Leibniz, parce que je crois qu'il découvre qu'il n'est pas philosophe. Il est écrivain. Et ça, il le découvre, disons, à peu près entre 28 et 31, en fait. Il commence à écrire, en fait, il y a un livre très important, qui a été publié posthume, qui s'appelle « Récit italien d'un inconnu du XXe siècle », et qui est un livre très difficile à lire, parce que c'est la mise en place d'un système qui va devenir important pour lui. Donc c'est un essai fait de tentatives de réflexion, de tentatives avortées puisqu'il ne le termine pas. Bien sûr. Non, mais là ça c'est un autre livre, mais ça c'est un truc à part où justement il analyse la situation littéraire de l'Italie à ce moment-là. Il a recours pour la première fois à Manzoni, Alessandro Manzoni. Écrivain du 19e siècle italien, le plus important probablement de cette partie de l'Italie, de ce moment de l'Italie, avec les fiancés. Mais il essaie d'écrire, sa volonté c'est d'écrire le roman qui n'a pas été écrit après le Risorgimento. Donc, il ne considère pas que Hippolyte soit un bon auteur, donc il veut écrire ce roman. Et il se rend compte au fur et à mesure, sur 300 pages, qu'il n'est pas capable d'écrire un roman. C'est ça qui est important.
Et donc la mer, qu'est-ce qui le rend incapable d'écrire ce roman? Ah non, mais sur la mer, moi j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Pour clore la question, la mère meurt en 36, et quand on lui annonce la nouvelle de sa mort, il dit quelque chose comme enfin. Oui, non, mais alors c'est assez fascinant toujours sur sa mère, les lettres qu'il envoie après sa mort, quand il exulte en disant qu'il vide la maison, que c'est formidable de pouvoir tout jeter. Et puis il y a aussi cette information qui est que sa mère est professeure de français, qu'elle lui a parlé en même temps italien, et vous dites, vous l'avez écrit, oui, que ça a entraîné chez lui un autre traumatisme qui est le vacillement de la langue. Bien sûr, mais il y a aussi toute la formation classique de Gade qui est très importante, hein, le latin. Pas le grec, mais les auteurs latins, il les connaît tous par cœur. Enfin bon, donc c'est encore une couche qui s'ajoute au reste, en fait. Oui. Alors c'est quoi cette langue qui vacille? Parce que Gadas, c'est beaucoup, justement, dans la langue que se trouve toute la magie de son écriture. Oui, mais c'est difficile à faire comprendre, en fait. Bon, je pense que pour essayer d'être clair, mais en même temps on peut jamais être clair avec Gade, c'est que le réel ne peut pas être décrit. Il est trop vaste, trop compliqué pour qu'on puisse le décrire. Et donc il faut suivre plutôt cette dévastation du réel, constante, affublée de causes et de concauses, que d'essayer d'en tracer une seule ligne. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Il y a du cubisme dans son écriture? Il y a des moments comme ça, oui. Il y a des moments comme ça, jamais de futurisme, hein, jamais. Il déteste les futuristes. Il ne s'inscrit en dans aucun des courants littéraires de l'époque. Il y en a eu en Italie, D'Annunzio, il y a eu le crépusculaire, et il se moque de tout le monde. Enfin, et donc cette langue, en fait, elle ne doit surtout pas suivre ni la vérité, ni la réalité. Ce sont deux sœurs jumelles, au fond. Et suivre, au contraire, les désordres, justement, du réel. Oui. Chaque fait est comme un tourbillon d'atomes dans lequel convergent des courants différents. Il y a cette idée que ce n'est pas dans la vie une raison qui engendre une conséquence, c'est une multiplicité de causes qui crée une conséquence. Et c'est ça qu'il veut essayer de rendre. Et c'est ce qui le rend le mieux, c'est le pasticciaccio, enfin l'affreuse embrouille. Dont on va parler tout à l'heure. Mais qu'était le soleil? Quel jour apportait-il sur les abois de l'ombre? Elle en savait les dimensions et les propriétés, la distance qui le séparait de la Terre comme des restantes planètes, et leur cours et leur révolution. Elle avait appris et enseigné bien des choses, dont les calculs et quadratures de Kepler, qui poursuivent dans la vacuité des espaces dénués de sens la désespérante ellipse de la douleur. Elle errait à travers la maison, comme en quête d'un mystérieux sentier qui l'eût conduite à la rencontre de quelqu'un, ou d'une solitude nue peut-être, privée enfin d'image et de compassion. De la cuisine désormais sans feu, aux chambres désormais sans voix, qu'habitaient seulement quelques mouches. Ou bien autour de la maison elle voyait les champs et le soleil. Vaste par-dessus le temps dissous, le ciel s'assombrissait parfois de noirs nuages. Il s'était levé, ronds et blancs sur la montagne, puis accumulé, puis rembruni. Il semblait la menacer tout à coup, rester dans la maison déserte, ses fils au loin, terriblement. Ainsi arriva-t-il, sur le déclin du même été, un après-midi de début septembre, après une longue canicule dont tous disaient qu'elle serait sans fin. 10 jours après celui où elle avait fait venir la gardienne avec les clés et voulu descendre en sa compagnie jusqu'au cimetière. Un extrait
de connaissance de la douleur de Gada, Jean-Paul Manganaro. Oui, c'est un des plus beaux passages de ce livre, mais surtout de toute la littérature mondiale, je crois. Et justement, voilà comment il caresse sa mère quand même. Dans ce portrait-là, elle errait. Il l'a fait errer pendant 8 pages, mais c'est sublime. Ça vous jette dans le néant. Enfin. Là, il y a une espèce de tendresse incroyable à côté de la haine. Il était ami avec Pasolini. Et pour reparler du style, Pasolini, quand Gada est mort, a écrit un article, hommage, dans lequel il dit « Dans chaque phrase de Gada, on peut voir le fulgurant résumé de l'histoire linguistique et donc de l'histoire tout court de l'Italie. Il y a le XIVe siècle, la Renaissance, le baroque, le classicisme, le romantisme et le XXe siècle, parfois en 6 lignes seulement. » Est-ce que vous l'entendez, par exemple, dans l'extrait qui vient d'être diffusé, cette sédimentation dont parle Pasolini de tous les siècles de la littérature italienne? Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce qu'il aurait fallu l'entendre en italien, alors. Dans la traduction, c'est une autre caresse, hein, c'est un voile. D'accord. C'est un voile. Mais c'est tout le temps, c'est pas seulement dans ce passage. Il imite même Tacite, hein, il imite, mais il y a effectivement cette grande traversée qu'il fait de la langue italienne. Vous n'avez pas cité Dante, par exemple, qui est un auteur extrêmement important pour... C'est Pasolini qui n'a pas cité Dante. Oui, pardon. Et d'ailleurs, je me souviens de cette nécrologie qui est très méchante aussi. Et pourquoi est-elle très méchante? Elle est très méchante parce que il l'accuse d'être le solitaire qu'il était, enfin le loup-garou, enfin ce méchant, enfin ce égoïste en quelque sorte. Ça m'avait beaucoup étonné. Ah, donc il n'était pas si ami que ça alors? Ils se connaissaient? Si, non, ils étaient amis. Bon, Gad a vécu dans une homosexualité latente et jamais mise en pratique, donc il a Pasolini le sortait comme Arbacino aussi, au fond. Bon, c'était des amis, oui, mais enfin, en même temps, il ne faut jamais oublier que Gad garde des distances tellement invalicables que toute approche était difficile, en fait. Bon. Mais Goffredo Paris, c'est aussi le promener en voiture, lui faisait avoir des émotions. Et toujours dans cette constellation, on peut peut-être citer un autre nom qui est celui du Caravage, autre écrivain pasolinien, autre peintre pasolinien. Et dans votre essai, qui s'appelle « Le baroque et l'ingénieur », celui paru en 94 au Seuil sur Gada, eh bien vous avez choisi justement de l'illustrer par une peinture du Caravage. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Et bien sûr. Bien, alors, exactement. L'illustration, j'avais demandé à un Piranèse, en réalité, une prison. Pourquoi? Parce que chez Piranèse, il y a une analyse du temps qui aboutit à la mort, que l'on retrouve de manière extrêmement précise chez Gad. Mais Piranèse est paru à la maison d'édition trop sombre, et c'est vrai en fait, hein, c'était très noir, et donc il fallait quelque chose de couleur. Ils m'ont demandé de choisir une autre peinture, et j'ai choisi un Caravage, parce que ça définit très bien Gad. C'est la vocation. Hein, C'est la vocation de Saint-Matthieu. Ouais. D'ailleurs, c'est pour vous, au fond. Bah exactement. Voilà. Je l'ai pris comme ça, d'ailleurs. Mais c'est pas pour rien, quand même, que vous avez choisi ce tableau-là, parce qu'il y fait référence, lui-même, Gada. Gada y fait référence, justement, dans ce texte dont je vous parlais, le récit d'inconnus du XXe siècle. Mais... alors là, il y a une anecdote dont je crois que personne n'en a parlé jamais. Les fiancés, avant de s'appeler les fiancés de Manzoni, s'appelaient Fermo et Lucia. Or, Fermo et Lucia, ce sont les prénoms des parents du Caravage. Or, le Caravage a fait le même parcours que Gad va faire. De Milan, de la Lombardie, il va aboutir à Rome,
où ils vont mourir tous les deux, d'ailleurs pas ensemble, bien sûr. Donc il va du nord au sud. Ils vont du nord au sud, oui. D'une ville puissante à une autre ville encore plus puissante, évidemment. Et non, moi, ce qui m'intéressait, c'était bon dans la vocation de Saint Matthieu, c'est cette question qui est posée non pas comme question, mais comme un ordre. Comme un ordre, c'est ça qui est important. Et surtout, cette transversalité du tableau. Quel est le problème, je dirais pas du Caravage, mais enfin je dirais du baroque au fond, c'est l'incapacité de résoudre ce que la Renaissance a cru résoudre par la quadrature du cercle, en fait. L'exemple de Léonard de Vinci, le Vitruve de Léonard de Vinci, ne fait que donner une figuration à cette problématique. Et le baroque se rend compte que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible de réaliser cette centralité immanente. Le baroque est toujours un art du transbordement. Tous les tableaux s'en vont à droite, à gauche, en haut, en l'air. Si vous prenez le Caravage, tout se passe ailleurs qu'au centre. C'est la poétique de l'hyperbole. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette illustration. Et en même temps, je pense que j'ai défini ce que je pense comme baroque, en fait. Oui. Parce que le titre, rappelons-le, de l'essai, c'est « Le baroque et l'ingénieur », autrement dit, le chaos et le réalisme. On peut traduire aussi ces termes comme ça ? C'est pas le chaos, le baroque. Le baroque est très ordonné. Il est très ordonné. Et même, il peut être même légiférateur et mortel. La contre-réforme, c'est l'époque du baroque. Saint Ignace de Loyola, c'est l'époque baroque. Ah bon, parce que moi j'avais envie de vous faire dire que l'ingénieur Gada c'était le côté réaliste et puis le baroque c'était le côté artistique, écrivain, et qu'il y avait là les deux pôles de la vie de Gada, mais c'est évidemment pas du tout ça. Mais vous pouvez le dire, vous pouvez le dire aussi comme ça, hein, pas de problème. Le problème c'est qu'il ne faut jamais créer de dualité qui ne peuvent pas se mélanger chez Gada. On peut créer des plans, mais il faut tout le temps les mélanger, comme un jeu de cartes. Mais le baroque, c'est le transgressif par rapport à une norme. C'est ça qui est important. La norme, ça serait le classicisme. Le baroque, c'est la transgression, le fait que le geste même que du débordement, c'est casser la norme. Depuis toujours, pour cirer les parquets, chez les Cavenaghi, on faisait appel à la confiance. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres maisons, les meilleures de Milan en somme. Appel, c'est-à-dire que elle envoyait au jour voulu ses agents spécialisés. Ceux-ci, quoique à leur premier bonjour on eût pu les prendre pour de vieux cochers, de ceux qui s'assoupissent sur leur siège dans l'ample col d'une houppelande, se révélaient bientôt animés au contraire d'une bonhomie laborieuse et concluante. Des fonctionnaires incomparables de notre Babylone, dans un remue-ménage sans répit, des élèves parmi les plus sagaces et matois d'Hermès en bobineur, un type parmi les plus intrépides de toute la céleste bande. Brûlait en eux un zèle silencieux, la graine muette des renversements. Il posait les yeux sur toute chose et les mains après les yeux, si bien que, le souffle du dieu les dynamisant, en un clin d'œil, ils avaient bel et bien mis la maison tout entière sans dessus-dessous. Chaises, coussins, guéridons, édredons, la bimbeloterie du petit salon et le bazar du grand salon, la peau de l'ours blanc à museau allongé et griffe ronde, qui avait coutume de croasser sur le vernis sitôt qu'on leur marchait dessus, les commodes et le canapé, le cheval à bascule de Lucien, le buste en plâtre de l'arrière-grand-père Cavenaghi, éternellement branlant sur sa colonnette torsadée, et les bonbonnières, lard, lionne, pendu
pendules, beaucoup de cerises à l'eau de vie, pots de chambre plein de châtaignes sèches, le tambour à dentelle de Cantu de grand-mère Bertagnoni, rouleau de tapis et batterie de pantoufles dénichées sous les lits, en somme tous les ingrédients et les engins de la prudence ou de la démence domestique. D'abord balancés jambes en l'air, puis assemblés, rationalisés selon une nouvelle raison retournée, selon une nouvelle, étonnante, quoique imprévisible syntaxe. Des armoires les plus conservatrices, des dessertes les plus butées, on disait aussitôt « Ah, la réussi à la déplace !» Peut-être d'un rien, et pourtant de ce peu qu'il suffisait à nettoyer de leurs moutons les rétrostructures normalement inaccessibles. C'était un extrait d'Adalgisa Croquis Milanais lu par Pascal Mazzotti, Jean-Paul Manganaro, un livre que vous avez traduit pour Le Seuil, qui est une satire de la capitale économique italienne, de ces maisons bourgeoises, de ces ingénieurs qui construisent des ponts pas très solides, de ces banquiers frauduleux comme dans l'émission précédente. Et est-ce qu'on est dans le baroque là ? Pourquoi pas. En tout cas, c'est très amusant. Très amusant. C'est de dresser toutes ces listes avec tout le dérisoire que ça implique. Enfin, rien n'est sérieux. Hein, et pourtant, tout est réel. Oui. Hein, c'est ça la condition de l'écriture. Hein. Et il invente, c'est un livre magnifique, l'Algisa. C'est pas un roman, c'est une suite musicale, au fond, autour de Milan. Ouais. Avec des côtés truculents, en fait. Bon, des côtés truculents, la manière dont la dame là tue les poulets est fantastique. Enfin, on crève de rire. Alors parlons aussi de l'affreuse embrouille de Via Merulana, qui est donc le grand livre, en tout cas le livre le plus célèbre de Gadda. On peut peut-être dire un mot d'abord, Jean-Paul Manganaro, sur sa genèse et sa parution, qui date de 1946. Oui, bon, peut-être il aurait fallu parler un peu de la complication de l'œuvre éditoriale de Gadda. Hein. Il écrit parce qu'il doit écrire. Hein. C'est vraiment compulsif chez lui. Évidemment, ne sortant jamais, ne voyant personne, il a le temps d'écrire. Donc il écrit. Hein, il écrit. Oui, plus de 7000 pages équivalent Pléiade. Oui, bien sûr. Oui, oui, autour de 9000 même. J'ai perdu le fil. Donc la complexité éditoriale. La complexité éditoriale de Gadda, qui l'amène à écrire des nouvelles, au fond. Parfois de longues nouvelles, c'est ça. Et puis des croisements de publications, une année, c'est ça. Alors, il écrit pour l'affreux pastis pour je continue à l'appeler. Quand je dis l'affreux embrouille, c'est une autre traduction de l'affreux pastis. C'est la deuxième traduction. L'embrouille est écrite d'abord pour une revue qui s'appelle Letteratura, qui a été très importante justement dans l'édition de Gadda, parce qu'elle a assuré presque toutes ses œuvres, en quelque sorte, avant qu'il ne les revoie pour l'édition définitive. Donc, effectivement, l'affreux pastis est écrit au moins pour la moitié pour cette revue, à partir de 46. Le livre ne sera achevé qu'en 57, et ça grâce à l'insistance quotidienne, je crois, de l'éditeur Livio Garzanti de l'époque. Même s'il ne lui donne au départ que 5 chapitres. Il en donne un peu plus, ouais. Mais il manque le final en fait. Ouais. Et vraiment, c'est marrant de lire la correspondance entre les deux pour voir comme l'un essaie à tout prix d'avoir ce travail. Et c'est quoi ce livre alors ? Parce que oui. On y trouve un crime, même 2 crimes, 2 délits. Il y a 2 crimes. C'est un livre, finalement, si on doit le résumer, c'est très banal. Dans un immeuble très cossu de Rome, justement, via Merulana, la rue des Merles, il y a un double crime. Un jour, le vol d'une comtesse vénitienne,
Madame Menincacci, et ce nom va donner lieu à toute une série de réflexions, même irrévérencieuses. Donc, travail linguistique, au fond, sur ce Menegacci, qui va devenir Menecazzi, toute une série de transformations sur le nom, qui sont toujours à double sens, évidemment. Bon, 3 jours plus tard, sur le même palier, la protagoniste essentielle du roman, qui est Liliana, va être tuée, égorgée. Voilà, ça c'est le crime. Ça c'est le crime. On a eu le délit et maintenant on a le crime. Donc c'est un roman policier au départ alors oui, mais c'est beaucoup plus que ça en réalité. Si vous voulez, le fin fond de l'histoire, si nous voulons absolument tirer une leçon didascalique de cette affaire, c'est une mise en question du système fliqué de Mussolini. L'histoire a lieu en 1927, elle est réécrite en 1946, 57, etc., etc. Et les vrais protagonistes, ce sont à la fois les carabiniers et les policiers, donc les gendarmes et les policiers, qui se font une lutte systématique et qui n'aboutissent pas au fond à trouver le coupable du crime. Mais il y a aussi une raison interne à l'œuvre. Si on trouve les bijoux qui ont été volés à la comtesse, on peut les rendre à la comtesse. Si on trouve l'assassin du crime, on ne peut pas rendre la vie à Liliane. Et ça, c'est aussi la vérité cachée de cette vérité montrée. Voilà comment le baroque prend le pied sur les choses, en fait. C'est-à-dire que le réel est toujours renvoyé au virtuel qu'il a déjà formulé. Sur Mussolini, il y a d'autres livres qui en parlent chez Gada. Eros et Pripyat, un livre de 1967 qui est un pamphlet anti-mussolinien. Il y a une thèse assez étonnante dans ce livre qui consiste à dire que l'ascension fasciste, au fond, elle serait due à la rencontre entre un histrion hypersexué qui serait Mussolini et l'Italie, la foule italienne, composée à la fois de mâles décatis et de femmes en quête de pamoison. Donc finalement, c'est l'explication de l'histoire de l'Italie, très simple, par le sexuel. Oui, c'est tout ce qui lui manquait d'ailleurs. Enfin bon, chacun s'abrite comme il peut, d'une part. Et je pense cependant que, après tout, ce n'est pas intéressant de voir quelles sont les motivations, parce que justement, elles sont toutes concomitantes et concausives. Mais par contre, je soulignerai une chose, c'est-à-dire les 30 premières pages de ce livre sont une symphonie qui est digne de la 9e de Beethoven, en italien. Non, mais bon, elle est très bien traduite. Oui, par vous-même. Oui. Non, par Clérico. Ah oui. Et pour revenir alors sur l'affreuse embrouille, oui. Il faut dire aussi que il y a des tas de personnages, mais il y a un personnage qui est la ville de Rome. C'est un livre sur la ville de Rome, sur ses différentes classes sociales. Il y a d'ailleurs un langage qui est le langage des différentes classes sociales de Rome, Jean-Paul Manganaro. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout le livre est construit justement sur sur ce tricotage de la langue. C'est-à-dire que la classe... tout le monde parle le dialecte, en fait, sauf Gad. Parce que lui, il restait finalement très peu de temps à Rome. Il est resté une dizaine d'années, quand même. Oui, mais quand il écrit L'affreuse embrouille, bien sûr, finalement, il connaissait très mal Rome. Enfin, non, il avait vécu 3 ans. Non, mais il avait travaillé à Rome pour le Vatican. Oui, pour l'électricité du Vatican. Ingénieur électronique du Vatican, oui. Elle errait à travers la maison, et quelquefois entrebâillait les jalousies d'une fenêtre pour que le soleil pénètre dans la grande chambre. La lumière rencontrait alors ce vêtement modeste, presque pauvre. Les expédients dont elle avait usé pour soigner, en refoulant des larmes, une robe humiliée par la vieillesse.
Hector Biancotti lisant quelques lignes de La connaissance de la douleur. Ça, c'est le dernier livre dont il nous faut parler ensemble, Jean-Paul Manganaro, car c'est l'autre très grand livre de Gada avec donc L'affreuse embrouille. La composition de ce livre, elle s'échelonne sur 32 ans, de 1938 à 1970, et elle restera inachevée. Que dire sur la genèse, là encore, de ce livre, La connaissance de la douleur? La connaissance de la douleur, oui, bon, n'est possible, ou elle est commencée en tout cas, après la mort de la mère. Et c'est pas un compte rendu, mais il règle ses comptes. Il règle ses comptes avec la guerre et ce qu'il en est sorti de lui, c'est-à-dire une sorte d'épave nécessiteux de nier toute forme d'ego, faire payer les comptes à ses parents. Il y a une scène dévastatrice où il piétine le portrait du père dans La connaissance de la douleur, et il y a cette confrontation constante avec la mère. Mais aucune parole ne circule entre eux. Ils sont l'un et l'autre cantonnés dans leur silence, lourds des raisons de la guerre pour lui, des raisons de ses pertes pour elle. Elle a perdu un fils, et elle se retrouve avec ce monomaniaque, et c'est ça l'histoire, si vous voulez, sauf qu'il y a c'est d'une puissance, à la fois l'abîme de douleur et de désespoir, volé avec une langue, mais par moments, justement, le passage que vous avez répété d'ailleurs. Non, c'était juste la suite, c'est oui, voilà, la phrase d'après. Mais on le reconnaît parce que ça commence toujours à « elle errait ». Ouais. Non, elle errait, c'est magnifique, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, il y a quelque chose aussi toujours de moqueur profondément. Déjà, le choix de la langue, les pays, le oui, parce que ça se passe dans un pays d'Amérique du Sud. Ah, oui, mais enfin, oui, encore. Pourtant, ces pays, on ne les connaît pas. Mais c'est très culotté de commencer un roman avec ça, en fait, de un non-lieu, un lieu qui n'existe pas. Et donc aussi une non-langue, ou une langue déterminée. Il y a une description de la libellule sur 8 lignes qui est incroyable. Enfin. Ouais. On ne peut pas la résumer. Enfin, bon, Et puis au centre, ce personnage, cette espèce de Don Quichotte, oui, qui est là assez clairement une projection de Gada lui-même. Ah, absolument, c'est l'alter ego transcrit. L'écriture, c'est lui qui devient fantôme au fond. La vie est tout à fait absorbée par le personnage romanesque, et lui n'existe plus en fait. Mais sauf que tout. Ou alors il devient le joueur de pantin, enfin bon, celui qui fait bouger les fils pour les gestes et les paroles du roman. C'est vrai que c'est difficile à résumer et qu'il vaut mieux lire directement Gada pour le comprendre. Alors justement, à la sortie de votre essai sur Gada, Le baroque et l'ingénieur, vous aviez été interrogé par Serge Sanchez pour le magazine littéraire, qui avait écrit à l'époque que grâce à votre livre allait s'établir en France la notoriété que mérite l'ingénieur des lettres. Cette notoriété, aujourd'hui, diriez-vous qu'en France, elle existe sur Gada? C'est très difficile à dire, c'est très difficile. On ne se rend pas compte. À l'université, on ne le travaille plus. Je pense que j'ai été le dernier, enfin j'exagère peut-être d'ailleurs, à enseigner un Gade à l'université à Lille. Il fallait aller à Lille pour en apprendre plus sur lui. Sur des choses... des choses très particulières en fait, parce que voilà, c'est très difficile à appréhender. Mais si ça peut vous consoler, la même chose a lieu en Italie. Gade est un auteur qui est considéré comme peut-être le plus grand auteur du XXe siècle, mais personne ne le lit. On considère que c'est le Joyce italien là-bas ? On dit ça, oui, bon, mais ça n'a rien à voir. Bon, je veux dire, les auteurs vivent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de fraternité, mais il y a des chromosomes parfois qui se croisent, c'est sûr, oui. On a fait aussi l'exemple, le parallélisme avec Céline, mais c'est des mondes tout à fait différents. En fait. Avec Proust aussi.
Oui, ça c'est Contini qui a fait ça, mais enfin bon, parce qu'il y a, c'est la scène de la recherche où il baise dans les meubles de sa mère, enfin bon. Et il y a pas la même scène, mais il y a cette dévastation du symbole maternel chez Gad. Mais cette dévastation est faite aussi, tissée en fond de beaucoup d'amour. Est-ce que dans votre œuvre à vous, dans vos romans, et je vous demanderai de répondre très rapidement, il y a une influence de Gada? Elle est certainement souterraine. Bon, elle existe certainement. Oui, je pense à Elizabeth Taylor. Oui, mais le Fellini aussi. Merci beaucoup Jean-Paul Manganaro de nous avoir comme ça guidé sur les chemins de la vie et de l'œuvre de Carlo Emilio Gadda, dont les œuvres sont disponibles aux éditions du Seuil, où sont d'ailleurs repris depuis quelques mois différents de ses grands titres, et notamment L'affreuse embrouille de la Via Merulana dont on a parlé, c'est dans votre traduction. Je rappelle que vous êtes également l'auteur donc de cet essai, Le baroque et l'ingénieur, publié au Seuil en 1994. Demain nous partons en Allemagne à la rencontre de Hermann Hesse avec pour guide François Mathieu.